5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma, and it's in. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Arsenal, le podcast. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Alex, bien le bonjour à toi. Bien le bonjour. C'est encore une victoire, c'est encore une clean sheet. Alors par contre, je pense qu'on va devoir arrêter d'être fan. Je ne sais pas si on peut continuer à regarder cette équipe. La honte d'avoir concédé un tir cadré qui est arrivé à la 95e minute, contré par Miles Juez-Kelly, et c'est arrivé dans les bras de Raya, qui ça ressemblait à une petite passe au gardien. Il n'empêche que dans les statistiques, quand j'ai regardé après le match, il y avait écrit tir cadré, Slavia Prague 1. C'est la fin d'une ère, la fin d'une époque. Ouais, c'est terrible. Et je crois que Raya avait demandé à faire du télétravail pour la semaine prochaine, mais à cause de ça, ils lui ont refusé. Ils lui ont refusé à cause de ça. Ils se sont dit non, regarde, là t'as pris un tir cadré, il faut que tu sois là quand même. Non mais ce qui est trop drôle, c'est qu'il va avoir genre, il va être élu dans les gardiens de la FIFA, je sais pas quoi. Il va avoir le Golden Glove de la Première Ligue. C'est un scandale. Il aura juste rien fait. C'est un scandale. Alors après, on peut rentrer plus tard dans le détail, mais il y a quand même, en fait, lui-même apporte une certaine dose de contrôle à l'arrière, en possession, ce qui fait qu'on subit moins d'occasions. Ouais, voilà. Franchement, tu pourrais c'est pas juste un mur devant lui, quoi. En vrai, je sais pas si on a vraiment besoin de lui, hein, parce que franchement, pourquoi pas l'envoyer à Dubaï en vacances, où il peut faire du télétravail, il s'entraîne à la limite un peu, parce que regarde, on a juste Saliba, Gabriel derrière, c'est bon, de toute façon, voilà. Saliba, Gabriel, Timber, Hincapié, je vois pas comment il pourrait être vraiment inquiété. Qui est loin d'être incapable. Il est loin d'être incapable. Oh mon dieu, quelle blague de merde. C'est quand même marrant, je me marre quand même de ma blague, donc c'est pas mal. Mais au moins il est pas bête comme ses pieds, quoi. Oh non, putain. Allez, c'est fini, on a une autre quota là, c'est bon. Quota de blague de merde. Je voulais en faire une autre, clean sheet quoi. Non, je sais pas pourquoi, c'est pas vraiment une blague. Clean sheet, je l'ai clean pas compris. Sheet, c'est shit parce qu'on a pris un tir cadré, donc c'est pas une clean sheet, c'est une clean sheet, c'est shit. Non. Ah, clean sheet, vas-y, d'accord. On coupe ça parce que c'était affreux. Non, je comprends du tout. J'ai pas que ça à faire de ma vie. Donc la composition. Moi, je me serais attendu à peut-être un peu plus de roulement. Mais c'est vrai qu'il y a le match du Bayern qui arrive, il y a l'Inter qui arrive bientôt. On veut essayer d'engranger un maximum de points. On va à l'extérieur contre une équipe qui débordait d'énergie, qui avait absolument rien à perdre. Nwaneri était là à la place de Eze au milieu. Norgard à la base à la place de Zubimendi. Zubimendi était suspendu et en plus il était sorti à moitié sur blessure contre Burnley. Derrière, la ligne arrière, c'était plutôt ce à quoi on s'attendait, à part qu'il y avait Hincapié. Donc à la place de moi, j'aurais pensé Miles Juez-Kelly. Et devant, Saka et Trossard comme d'hab. La vraie différence, c'est que comme Gyökeres, en fait, on a dit des fake news la dernière fois. Il faut s'auto-corriger dans ce monde de post-vérité. Quand on dit des bêtises, il faut s'auto-corriger. C'est moi qui ai dit une bêtise. Apparemment, ce n'est pas pour protocole commotion qu'il est sorti contre Burnley, mais à cause d'une blessure musculaire. Et que là, il est absent parce qu'il a été surjoué par Arteta et que maintenant, il est blessé. Donc, je dis ça, je dis rien. Maintenant, on va devoir attendre jusqu'à au moins après la pause internationale. Donc, le match contre Tottenham pour un potentiel retour de Gyökeres. Donc, maintenant, on n'a plus d'attaquants. Ouais. Donc, on a mis en pointe... Voilà, on a Mikel Merinoff en pointe et on a dû l'aligner parce qu'il y avait un autre. Et ensuite, on a Anous, notre attaquant de 17 ans qui est rentré à la 80e minute et qui n'a pas touché un seul ballon. Ouais, mais qui est assez bon pour rentrer à la 80e. Enfin, pour moi, s'il rentre à la 80e minute en Champions League, même quand le match est déjà à 3-0, pour moi, c'est que... Parce qu'Arteta, il fait pas rentrer les joueurs pour rien. Même, on l'a vu par le passé, hein, même quand il y a besoin, il faut reposer des joueurs, il le fait pas. S'il estime que les joueurs ils sont pas assez bons, il le fait pas. On l'a vu avec Fabio Vieira, Nketiah à l'époque, Smith Rowe. Si pour lui ils ont pas le niveau, il les fait pas rentrer. Et c'est pour ça que ça m'étonne vraiment ce changement de Anous, même s'il est bon et que ce serait vraiment bénéfique de développer un attaquant parce que ça coûte hyper cher. Mais ils sont un peu de nulle part quand même. Hein. Bah ouais, mais à mon avis, s'il est dans la first team, enfin, s'il s'entraîne avec la first team, il est dans la first team, il est sur le banc, c'est que Arteta, il estime qu'il est au niveau pour pas pour commencer, mais pour
au moins le mettre dans. En fait, j'ai envie de croire qu'Arteta a un peu évolué à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais de toute façon, Qui a un peu de je vais le développer un peu, je vais lui faire confiance, puisque maintenant j'ai tellement confiance dans le reste de l'équipe, c'est un contexte plus safe pour lui, contrairement à l'époque où il tremblait un peu plus et il osait pas jouer prendre des risques. alors, de toute façon, toi, t'as toujours été dans le camp. Au moindre prétexte que tu peux trouver, tu veux être Arteta out. Je comprends. Enfin, non, je comprends Mais pas. what ? Attends, mais sinon on fait pas de podcast en fait, si on peut pas discuter. Non, mais. Ouais, mais parce que. En fait, moi, je suis pas d'accord. C'est pour ça que. je dis ça. C'est hyper impressionnant ce qu'Arsenal est en train de faire en ce moment. On en parlera si tu veux. Non, mais. Je rigole, mais c'est vrai que. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'Arteta. Je suis pas d'accord avec le fait qu'on dise qu'Arteta, il fait pas confiance aux jeunes ou qu'il repose pas assez les joueurs. Moi, je pense qu'en fait, il a décidé qu'il avait des standards, the fucking standards, et pour lui, si les joueurs sont pas à ces standards, il va pas les faire jouer. Et en fait, oui, à cause de ça, il va pas faire jouer des jeunes et il va pas faire jouer des joueurs, il va pas faire tourner l'équipe. Et on l'a vu par le passé. Mais c'est aussi grâce à ça qu'on est meilleur qu'on a été. Parce qu'avant, il y avait une culture de... même sous Wenger, même sous Emery, il y avait un peu une culture de bon, bah... C'est pas grave, ok, t'as été nul pendant 15 matchs, mais allez, je te refais confiance, tu peux jouer. Tu vois, il y avait un côté... Et après, parfois, on n'avait pas le choix, on n'avait juste pas les joueurs. Mais il y avait un côté, ok, t'es pas au niveau, mais bon, on n'a pas le choix, tu joues. Alors lui, il a essayé vraiment de faire un truc de... Non, t'es pas au niveau à l'entraînement, t'es pas au niveau quand tu rentres dans le match, tu joues pas. Et ça fait que les joueurs qui jouent, ils sont en mode, bah, faut que je me bouge à l'entraînement si je veux avoir ma place. Et c'est ça qui fait qu'ils sont meilleurs. Et à ce niveau-là, ça fait une différence. Donc pour moi, c'est pas qu'il fait pas confiance ou qu'il veut pas faire tourner les joueurs, c'est qu'il va le faire, mais que si les joueurs ils sont au niveau. Il faut qu'ils méritent de jouer. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il fait pas tout le temps jouer Nwaneri, parce qu'il est là, t'as du talent et tout ça, mais t'es encore un jeune joueur et t'as encore des lacunes, et il veut pas lui donner non plus ses minutes gratuitement. Et moi, je suis d'accord avec cette philosophie. Après, on va reparler de Nwaneri, mais pour moi, Nwaneri, il est incroyable. Mais on en parlera plus tard. Mais bon, voilà, j'ai digressé. Bon, de toute façon, comme contre Burnley, on a mis un peu de temps à se mettre dans le match. Enfin, là, c'était même un peu plus stressant, je trouvais, parce que pendant 20 minutes, on a subi l'énergie de ces types-là, de Slavia Prague, qui sont chez eux, qui sont en Champions League, qui jouent contre Arsenal. Ils ont absolument rien à perdre. Personne ne s'attend à ce qu'ils gagnent ou qu'ils fassent un match nul. Donc leur plan, c'était on va donner de l'énergie dans tous les sens, mais très haut même. Et on n'arrivait pas à mettre le pied sur le ballon. Je pense que Zubimendi nous manquait pas mal. Bizarrement, je pense aussi que Gyökeres nous manquait pas mal, parce qu'on avait du mal un peu à étirer à étirer un peu l'équipe adverse. Et après 20 minutes, on a commencé à reprendre le contrôle. Et le contrôle, on l'a repris pas peu grâce au corner. On a eu un corner. Et les corners, ils ont été assez dangereux assez vite. On n'a pas marqué sur le premier corner, mais on les a bien fait stresser. Et je pense que ça permet aussi psychologiquement de reprendre un peu l'ascendant. Et donc, on a dominé jusqu'à ce qui est péno péno que Saka a transformé. Et de là, on a repris le contrôle et on l'a jamais vraiment lâché. Ouais, je pense que les 20 premières minutes, ils étaient un peu... Ils se sont dit, ils vont nous presser et tout. Et franchement, ils le faisaient bien. Et en plus, c'est chez eux, donc forcément... Mais je pense que nous, les joueurs, ils se sont dit, bon, on essaye de survivre à ces 20 minutes. Petit à petit, on va reprendre le contrôle. Et c'est vrai qu'à partir de 20 minutes, on a commencé à plus les mettre en danger. Et à partir du moment où on commençait à obtenir plein de corners. Et là, ça devenait difficile. On restait un peu dans leur camp. Et après, voilà, il y a eu le péno. Encore et d'ailleurs, le péno est venu d'un corner. Oui, coup de pied arrêté au sens péno. Ouais. Mais après, il est aussi venu d'un coup de pied. Alors après, le péno, franchement... On en a vu, je crois que c'est dur, hein. Contre l'Inter, on avait pris un péno pareil, je crois, l'année dernière. C'était le 4e match de Champions League en plus, je crois. Mais c'est marrant parce que c'était pas Atalanta, parce que l'Inter, il y a eu 0-0. Atalanta, parce que Merino contre l'Inter, il se prend un coup de poing dans la tête au moment où il touche la balle de la tête et il se prend pas le péno. Oui, mais il y a eu un péno. Tu te souviens le double arrêt de Raya sur péno? Mais ça, c'était Atalanta. Ouais, mais c'était quoi le péno? Ça, j'en sais rien. On sait plus. Attends. Mais parce que moi, je me souviens, c'est comme tu l'Inter. dis,
Merino concède un péno, mais j'arrive plus à savoir si c'est Atalanta ou Inter. Mais en tout cas, Je Merino sais plus. est impliqué dans une histoire de péno non sifflé contre l'Inter, ça c'est sûr. Quand il se Non, prend un coup de c'était poing pas de Yann Atalanta. Sommer dans la tête. C'était pas Atalanta parce qu'Atalanta il était blessé, je crois, encore, à l'épaule. Ok. Donc je pense que c'était l'Inter. C'est là où c'était le même genre de truc. C'était genre, ça touche sa main, mais. Ouais, ça touche sa main et mais c'est il peut tellement rien. dur Je sais de pas si prendre c'était ça. Merino, je me rappelle plus, mais en tout cas, je me rappelle que c'était ça. Après, franchement, en fait, le problème, c'est que c'est pas tellement. Bon, si c'est les règles, c'est les règles, mais ce qui est important, c'est qu'ils appliquent les règles pareil pour toutes les équipes. C'est surtout ça, peu importe la règle, en fait. Après, on peut discuter de la règle, est-ce que c'est vraiment une main, tout ça. Ça, c'est autre chose, mais après, une fois que tu as établi la règle, tu t'appliques pour toutes les équipes pareil. Et je sais pas si c'est vraiment le cas tout le temps. Bon, là, on se plaint pas, hein, c'est pour nous le péno, mais c'est vrai que si c'était un péno comme ça contre nous, je me serais dit, bon, ok, c'est ce qui s'était passé la saison dernière, mais je pense qu'on était, de ce que je me souviens, on n'était pas très contents. Mais c'est en même temps, c'est genre, bon, voilà, peut-être la trajectoire faisait que le ballon allait dans le but, ça l'a bloqué, c'est une main, t'as pas le droit de faire de main, bon, ok, c'est main. Mais bon, voilà, c'est pas. C'est un peu difficile comme décision. Je comprends que les fans de Slavia Prague ne soient pas hyper contents. Mais voilà, c'est la règle, c'est arrivé, et voilà, quoi. Hyper bon péno. Le gardien part du bon côté, et Saka, il la met quand même en plus bas. Très bon péno, quoi. Très bonne technique de péno. Mais moi, c'est sûr qu'en Ligue des Champions, ça c'est péno. On est un peu habitué. Mais je suis même pas si sûr qu'en Première Ligue, ce soit pas péno. En fait, c'est la proximité qui est difficile, mais la trajectoire de la balle, comme tu dis, va vers le but. La main, elle est levée. Tu vois, ça. genre, t'as quand même envie de dire, bon, bah, sans la main, c'est quand même quasiment but, quoi. Après, c'est un peu débile le truc où ils disent la main est dans une position pas naturelle, parce que souvent la main, quand tu sautes, t'es un peu obligé d'utiliser tes mains, et c'est une position naturelle. Ça veut rien dire position naturelle pour la main. Ça veut absolument rien dire. Surtout que tu vois tout le temps les défenseurs à mettre les mains dans le dos. Si ça c'est une position naturelle, franchement. Donc, mais bon, après, c'est vrai qu'il a pas fait exprès, c'est pas intentionnel, ça n'a pas une énorme incidence, mais voilà, on sait pas, le ballon, sa trajectoire, elle allait vers le but, la main, elle bloque la trajectoire. Bah, après, c'est logique quelque part que ce soit péno aussi. Mais c'est pas. Ouais, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu. C'est pas hyper cool comme décision. C'est comme ça, quoi. Mais en Première Ligue, je pense que. En fait, je sais pas. En Première Ligue, tu sais pas ce qu'ils vont donner, en fait. En Première Ligue, c'est tellement irrégulier. Alors qu'en Champions League, c'est pas les meilleurs arbitres toujours, mais au moins, il y a un peu plus. Ils sont quand même meilleurs. Surtout la VAR, ils sont quand même meilleurs en Champions League, j'ai l'impression. En Première Ligue, franchement, tu sais pas ce que tu auras. Mais la règle de la main, en fait, évidemment, on n'est jamais content de la règle. Le seul truc, c'est que j'ai jamais entendu quelqu'un proposer une alternative qui me paraît être la bonne. Personne n'a la réponse à ce problème. Quelle devrait être la règle des mains? Bah, pour moi, il n'y a pas vraiment de réponse. Enfin, pour moi, c'est bien les règles comme elles sont, dans le sens où tu vois, si c'est tu vois, la balle touche d'abord le corps et après la main et que c'est pas intentionnel et que ça a aucune incidence. Ça c'est dans les évidences, ça. Bah oui. Ça, c'est dans les évidences. Mais parfois, quand c'est un peu ambigu, on sait pas trop, personne n'a une science, personne n'apporte une proposition de loi qui mettrait tout le monde d'accord et qui sera facilement après, arbitrable. je pense qu'il faut l'accepter. Là, tu vois, par exemple, ou contre l'Inter, faut accepter que, ok, c'est main. C'est vraiment... C'est pas que c'est pas juste, mais voilà, c'est pas de chance, parce qu'il peut rien, le défenseur, il a juste sauté faire la tête. Mais voilà, c'est une main, ça peut arriver. Et je pense que les équipes, les pros, contrairement aux fans et tout, ils l'intègrent, ils l'acceptent beaucoup plus que nous, où ils se disent, bah voilà, les gars, il y a un corner, faut pas... En fait, ils disent juste, faut pas concéder de corner de toute priorité, parce que il peut y avoir un ballon, on sait pas si l'arbitre va donner un péno, parce que si jamais ça touche ta main, même si c'est pas vraiment main, ils peuvent donner le péno. Et je pense qu'ils acceptent ça avant le match, ils se préparent à ça, et ils l'intègrent, ils l'acceptent, et ça fait partie du jeu. Après, on peut voir l'autre côté, où on les a mis sous pression, on obtient un corner, et le corner amène la main. Bah, c'est le corner, c'est une situation dangereuse. C'est en les mettant sous pression, en obtenant le corner, en tirant bien le corner, en menaçant, et Gabriel qui arrive à gagner la tête. C'est ça qu'obtient la main aussi. Donc c'est pas juste qu'on a eu la chance. On crée une grosse occasion. On crée quelque chose aussi, on menace aussi.
Donc c'est pas 100% de la malchance. Mais voilà, je pense que Les pauvres, ça arrive. parce qu'ils avaient bien joué en plus. C'est comme un Donc, tir contré, hein. Parfois t'as le mec qui fait un tir pourri, ça touche la jambe du défenseur et hop, ça va de l'autre côté et ça bat le gardien. Bah voilà, c'est pas de chance, mais c'est comme ça, quoi. En même temps, je dis les pauvres, mais leur attaquant, il était insupportable. Le grand, là, le grand. Lui, il avait décidé de venir à la guerre, quoi. Attends, Il a décidé, je vais m'embrouiller avec Hincapié, avec Gabriel, je vais mais- leur... Tu sais que c'est lui, il a été suspendu parce que je crois qu'il a mis un coup de poing dans les parties dans les sensibles, couilles. D'un joueur. Et je Les crois parties sensibles, ouais, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Mm. Enfin non, je dis pas pardon parce que j'ai pas dit. Tu gros dis mot. pardon pour moi, c'est bien. C'est au nom du podcast. Ouais, au nom de l'Arsenal podcast. De Arsenal le podcast, pardon. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle des deux monstres, Rice et Gabriel, qui sont nos deux meilleurs joueurs, peut-être avec Zubimendi d'une manière un peu plus discrète. Mais Rice et Gabriel je pense que le terme de monstre s'applique différemment à Zubimendi, mais il s'applique bien à Gabriel et à Rice. Rice, quand on a envie de le mettre en 6, en fait, en 6, déjà, on lui demande peut-être de faire quelque chose où de faire un travail où il est un peu moins confortable, mais surtout, ça lui retire ce qu'il a de incroyable, c'est sa capacité à être vraiment partout et à être décisif derrière, devant. On l'a dit au dernier match, donc j'ai l'impression de me répéter. On l'avait dit contre Burnley où c'était particulièrement impressionnant, mais là aussi, lui, il s'impose et comme on disait, c'est grâce en partie à la qualité de ces ballons sur corner et sur coup de pied arrêté qu'on a repris le dessus dans ce match, parce que je pense qu'on a vraiment grâce à lui, on crée des énormes occasions à partir de juste un corner. Donc ça nous permet de reprendre la main psychologiquement. Donc voilà, et même physiquement, il écrase tout le monde en termes d'endurance. Et je sais pas où est-ce qu'ils l'ont. Ça fait partie de ces joueurs où tu te dis, t'as l'impression qu'ils ont été fabriqués dans un labo. Ouais, je suis entièrement d'accord. Écoute, je sais pas ce que je peux ajouter. Hein. On a déjà dit Ouais, surtout qu'on le dit à chaque fois. On le dit à chaque fois. Il Après, est tellement fort. juste, Ouais. tu parlais de discrétion, enfin de discrétion plus discrètement. Zubimendi, il était vachement important aussi. Je parle plus de style, hein. Oui, oui. Style. Son Non, style mais est plus oui. discret. Ouais. Mais c'est vrai qu'on le remarque moins. Mais je pense qu'on peut faire une mention pour Saliba parce que c'est vrai qu'on en parle moins et il passe un peu inaperçu, même si voilà, on sait que Saliba, il est énorme aussi, un énorme joueur. Mais c'est vrai qu'on en parle un peu moins parce que voilà, Gabriel et Rice, ils ont été tellement énormes et surtout, on les remarque plus parce qu'ils marquent, parce que même sur le terrain, ils sont plus vocaux, ils parlent beaucoup plus. Mais Saliba, énorme. Surtout là, il était plus avancé et tout. Je pense Ouais, il montait dans le milieu, ouais, beaucoup plus. Et, Nouvelle tactique. et surtout, je pense, un défenseur enfin, on le remarque parce que ils ont pas concédé de but depuis je sais pas combien de temps. Mais je pense que c'est un défenseur que tu remarques pas, qui fait pas des tacles de dernière minute. C'est pareil pour Gabriel, hein. Même si Gabriel, on l'a vu un peu plus faire des petits sauvetages, surtout contre Crystal Palace, des blocs et tout. Mais il en fait pas tant que ça en fait. Et quand tu regardes les défenseurs qui font pas ça, je crois que c'était Paolo Maldini, il avait dit une fois dans une interview que en fait quand tu le vois faire un tacle à la dernière minute, un tacle glissé, c'est qu'en fait il a fait une connerie avant. Et donc en fait les meilleurs défenseurs ils ont même pas besoin. C'est une connerie au sens une erreur de placement, oui, une erreur de placement. d'anticipation. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais. Pas, et donc je pense que ouais, Saliba on le remarque pas, mais en fait c'est parce qu'en fait il est tellement bon en placement, en anticipation, pour lire le jeu, et donc il laisse aucune chance aux attaquants. Et tu vois un mec comme Jamie Carragher, désolé de faire mon hater, mais j'aime bien. Mais un mec comme Jamie Carragher qui est un très mauvais commentateur, très mauvais analyste. Et très mauvais défenseur. Très mauvais défenseur, non, mais c'était un bon défenseur, mais il était ultra surestimé parce qu'il a gagné la Champions League, donc oui, il entre dans la légende de Liverpool, mais c'était le genre de joueur, tout le monde était là, waouh, quel défenseur, il a fait un tacle dernière minute, waouh, il a fait un tacle au dernier moment, il a sauvé sur la ligne. Mais en fait, c'est parce qu'il était tellement nul dans son placement et tout, qu'il était toujours obligé, tellement lent, il était obligé de faire des tacles. Non, c'est ma petite rubrique pour hater sur Jamie Carragher parce qu'il est chiant. J'en ai marre à dire que les... Bon, bref, on va passer parce que sinon ça va aller loin. Mais non, mais en gros, tout ça pour dire que c'est pas on les remarque pas toujours les meilleurs défenseurs. Mais je suis entièrement d'accord. Et Rice fait encore un énorme match alors qu'il a fait un énorme match ce week-end. Et là, c'était mardi et il était encore plein d'énergie, quoi. Mais lui aussi, genre, attends, parce que
Ah si, il l'a sorti à un moment. Il l'a sorti parce qu'il a descendu Merino et il a mis Anous, donc à la 80e minute. Et il a une Parce assist que aussi, Rice. ouais, pour la magnifique tête de Merino. Voilà, Ouais. venons-en. Bon, Gabriel, que dire qu'on n'a pas déjà dit la progression de ce mec. Moi, je dirais que la progression de ce mec, c'est quand même une belle preuve du coaching d'Arteta, pour ça, en tout cas, du coaching individuel, parce qu'il a tellement progressé et c'est peut-être l'incarnation de la progression la plus évidente et la plus prononcée, parce que Saliba était depuis qu'il a commencé au début de la saison 22-23, Saliba, il était incroyable, direct. Et Gabriel, on l'a vu un peu avant. Même Saliba, je pense qu'il a progressé aussi. Il a progressé aussi, ouais. Et en fait, sur sa tangente à lui, Saliba, il a progressé vers le béton discret, comme tu dis, où on le voit pas trop se jeter dans tous les sens et hurler. Mais il a peut-être progressé tellement dans l'anticipation du jeu et dans son attitude, dans son calme, que maintenant il arrive à régler les problèmes sans trop se fatiguer. Mais Gabriel, il faut dire quand même qu'il est décisif dans les deux surfaces. Ouais. Que Gabriel aussi, j'ai vu des moments, je crois que c'était contre Palace, où Saliba était un peu à droite à gauche et Gabriel était celui qui se retrouvait à faire un bloc ou un tacle, Ouais. mais pour le coup c'était plutôt pour recouvrir l'erreur de quelqu'un d'autre que la sienne. Donc Gabriel, voilà. J'espère qu'on va pouvoir, moi ça me dérange pas de me répéter pendant toute la saison avec Rice et Gabriel, s'ils continuent à nous sortir des performances comme ça. Ce sera avec plaisir que je redirai la même chose à chaque fois. Ouais, moi aussi. Mais en fait, je sais même pas. On peut parler de tout le monde en fait, parce qu'on a. Évoquons Jurrien Timber. Ce mec, il est plutôt petit, mais tu rebondis dessus en fait. Il est ultra physique. Pareil, Miles Lewis Kelly, quand il entre, il arrive à jouer des épaules et vous voulez jouer physiquement. Je pense pas que. Non, bien sûr, mais par rapport aux autres. Ouais. Par rapport aux autres. Ils explosent physiquement des joueurs qui font une tête de plus qu'eux du Slavia Prague. Hein. Ouais, mais ça se voit que c'est les joueurs. Voilà, alors. Ils sont rablés et tout. Ça se voit qu'ils sont. Ouais. En plus, surtout, les joueurs qui ont un centre de gravité assez bas, c'est très très dur de leur prendre le ballon. Très très dur de les tacler, de les faire tomber. Mais encore un match incroyable de Timber. Ouais. Mais c'est impressionnant. Hincapié était pas mal. Était pas mal. Juste, je pense que c'est le genre de match qui lui va un peu moins. C'était beaucoup plus transitionnel. Il y avait un peu plus de défense-attaque. On est beaucoup moins face à un mid-block ou un low-block comme on est d'habitude. Et je pense qu'il faudra qu'on le juge plutôt dans ce genre de match-là, plutôt que voilà. Par contre, il a 8 duels, 8 gagnés sur 8. Il est assez monstrueux en termes de guerrier défensif. Et surtout, il a l'air assez rapide aussi pour un défenseur central. Bah, vu qu'on a une ligne de défense hyper haute. Mais je pense que tous les défenseurs sont rapides. Hein, mais après, c'est vrai que c'est un peu tôt encore pour le. Voilà, il prend le rythme un peu. Il a été blessé. Petit à petit, il faut voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'on peut pas trop juger ses performances encore, même si c'était solide. Hein. Mais il faut voir un peu une fois qu'il sera vraiment rentré dans la saison. Il n'a pas eu vraiment de pré-saison, je crois. Il était blessé. Faudra juger vraiment ses performances à ce moment-là, parce que maintenant, il s'adapte à l'équipe. On verra bien. Mais c'est encourageant. Après, apparemment, il a beaucoup de potentiel. Et je pense que Xabi Alonso pensait beaucoup de bien de lui. Parce qu'apparemment, ils ont parlé avec Arteta avant de l'acheter. C'est quand même bon signe. He's a warrior. Ouais. Apparemment, il lui aurait dit ça au téléphone, en anglais avec l'accent espagnol. Après, c'est vrai que de qui on peut parler après. Non, mais en fait, là, on peut parler des deux records d'hier. Saka a égalé le record de Giroud de buts en Champions League, en Ligue des Champions, 12. Oh là là. Et Max Daumann est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire de la Ligue des Champions. Avec 15 ans, 10 mois et des poussières. Ouais, parce que je crois qu'il aura 16 ans en décembre, il me semble. Ouais, il est né le genre 31 décembre, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, super. Et surtout, il a dit Arteta en conférence de presse, il entre sur le terrain et direct, il obtient une faute, il essaie de dribbler. Il a pas peur, il a 15 ans, quasiment 16, ok, mais faut pas l'oublier, ça aussi c'est incroyable quoi. Et pour faire une petite transition,
On voulait parler encore de Saka, mais j'allais transitionner vers Noah Nery. Non, mais tu m'as même pas laissé parler de Max Dauman. J'ai essayé de faire le modérateur. En fait, dès que je parle de Max Dauman, je suis obligé de d'abord mettre la réserve de il a 15 ans. Ok. Alors maintenant, j'ai quand même envie d'analyser. 16, hein, c'est bon, on va arrêter là. Voilà, mais 15 ans, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que si je prends le prisme de son âge, je me dis ce qu'il fait sur le terrain est incroyable. Maintenant, j'ai quand même envie de voir autre chose qu'un mec qui déborde sur l'aile, a des pieds hyper rapides et obtient des coups francs tout le temps. Alors oui, il a du courage, il se fait défoncer la jambe, il se relève, il continue. Clairement, il a des pieds d'un talent incroyable. Mais est-ce qu'il joue aussi bien dans l'entrejeu avec le reste de l'équipe ? On l'a pas encore vu. Mais voilà, mais c'est pour ça que je rajoute la réserve de il a 15 ans. Non mais attends, on va pas le talent est là et ça se coach. Mbappé, me parle pas d'âge. Bah si on dit me parle pas d'âge, moi j'analyse juste son match. Est-ce que Lamine Yamal à 16 ans, si on compare, parce que moi j'ai entendu cette comparaison, mais alors j'attends plus. Non mais attends, je pense qu'il faut pas voir ça comme... Faut pas comparer, en fait, tu peux pas comparer à Lamine... j'arrive pas à le dire. Attends. Lamine Yamal. Oh, putain, je sais pas pourquoi je croyais que c'était le Y d'abord. Manal. Tu peux pas comparer avec Lamine Yamal. Mais tu vois, je pense que Messi, quand Messi jouait, je crois qu'il avait 16 ans aussi au début, 16-17 ans quand il a commencé. Quand il jouait avec Ronaldinho et tout au début. Il était après, beaucoup... Non, mais on va pas il brillait beaucoup plus dans les matchs que ce que j'ai vu hier. Hein. À 16 ans, ce que j'ai vu de Max Dauman depuis le début. C'est Lionel Messi, on va pas comparer. Oui, voilà. Mais je pense que c'est ce que tu fais. De ce que je me souviens, Messi, bon, c'est vrai qu'il était déjà des petits buts et tout, mais c'était quand même vachement dribble et tout. Mais c'était beaucoup de passes. Il y avait beaucoup d'entre-jeux avec Messi. Après, c'était Barcelone. C'était une mauvaise idée de comparer à Messi parce que bon. Mais même Lamine Yamal, tu vois. C'est pareil, on va pas comparer. Lamine Yamal, il a 16 ans, il commençait déjà les matchs à l'Euro 2024. Il collait des lucarnes contre la France en demi-finale. Il collait des lucarnes en demi-finale, donc on peut pas comparer. Mais pour moi, s'il rentre, c'est pas, c'est plus, ça fait partie du. Je pense que c'est un plan à long terme. C'est pour que le joueur puisse se développer. Il est trop fort pour jouer avec les moins de 16 ans, à mon avis, c'est juste pas possible. Non, les moins de 19, il peut pas. Tous les autres. En fait, tous les autres, je pense que il a un niveau où il est trop fort pour être avec les jeunes. Il n'est pas encore au niveau de la first team, clairement. Enfin, en tout cas, pas pour commencer les matchs. Il est encore en dessous, c'est normal, il a même pas 16 ans. Mais je pense que c'est aussi un plan à long terme on le fait jouer, on l'expose à cet environnement en Champions League tu joues dans un stade à l'extérieur, dans un pays étranger, loin, et contre des joueurs adultes, professionnels depuis longtemps. Ça, c'est énormément d'expérience pour lui. Je pense que c'est ça le plan. Tu le fais jouer un peu, tu lui fais gagner de l'expérience. Il a assez de niveau pour au moins pas perdre le ballon, obtenir des fautes. Après, je pense pas qu'on attend, ou Arteta ou qui que ce soit, attende qu'il arrive et qu'il fasse la différence sur un match, qu'il nous mette des buts. Ça, c'est bonus en fait. Moi, je vois ça comme un bonus. Je vois pas ça comme faudrait qu'il fasse plus, qu'il joue mieux dans l'entrejeu. Mais je dis pas mettre des buts, hein. Non, mais qu'il joue mieux dans l'entrejeu, qu'il joue mieux avec les autres. On verra. Pour l'instant, il a un peu le syndrome de la tête baissée. Non, mais qu'il partage avec Martinelli. Non, mais attends, moi parce qu'à un moment, il était lancé sur son aile et il y avait un attaquant, je sais plus qui était. Franchement, il avait juste à lancer l'attaquant, à lui faire la passe et il décide, je vais déborder. J'ai l'impression de voir toujours la même action. Mais il a 16 ans, il a 15 ans. Non, même pas, il a 15 ans. Il a 15 ans et il y a plein de trucs qu'il sait pas par rapport au foot, même si ça fait longtemps qu'il joue. Il y a plein de trucs. Bien sûr, de ce que je veux dire, c'est que ça fait longtemps qu'il joue. J'ai l'impression qu'il veut un peu forcer les choses. Non, mais attends. Pour montrer que he belongs, tu vois, qu'il appartient à ce niveau. Mais attends, c'est un adolescent, c'est normal. Il réfléchit. Enfin, c'est pas qu'il réfléchit pas, mais il y a ce côté très. Quand t'es jeune, t'es assez fougueux, tu te laisses un peu emporter par tes émotions sur le terrain. Enfin, il y a un côté comme ça aussi, tu vois. Je pense que c'est ça. Faut pas attendre de lui qu'il soit réfléchi, qu'il se dise je vais mieux jouer, je vais être plus intelligent dans le jeu. Après, j'entends l'argument de. Me parle pas d'âge, genre s'il est assez bon pour jouer, alors il faut qu'il soit assez bon pour qu'il soit vraiment assez bon. Sinon, il joue pas du tout. Mais je pense pas que c'est les attentes qu'on devrait avoir de lui. Je pense que c'est bonus s'il rentre. C'est bonus, c'est genre voilà, on fait jouer un joueur, il y a plus d'enjeu dans le match, on le fait jouer, ça lui fait gagner de l'expérience et nous, ça nous bénéficiera
dans 3-4 ans quand il sera plus mature, quoi. Et le fait est qu'on a fini sur le terrain en attaque avec 2 adolescents, entre Anous, 17 ans, et Daman, 15 ans, et qu'on a quand même réussi à conserver la clean sheet à l'extérieur en Ligue des Champions, donc c'est plutôt bien. Je pense que on peut parler d'un autre jeune qui, un jour, a eu 15 ans, comme Max Daumann, mais qui aujourd'hui en a plutôt 18, et que moi j'ai trouvé un peu chaud-froid, et dans l'ensemble, j'étais plutôt déçu de la performance de Nwaneri, parce qu'il est passé à côté du match par des longues phases. Peut-être tu vois, on trouvait qu'il explosait en remplaçant Saka l'année dernière comme ailier droit, mais ce sont des positions tellement différentes. Ailier droit, tu te retrouves plus engagé, plus impliqué dans le match parce que le système fait que le ballon il vient par là, donc tu te retrouves hop et tu peux le lancer, alors que au milieu c'est un peu congestionné, donc il faut que lui-même fasse en sorte d'être plus impliqué et que c'est un peu à lui et je pense qu'on a envie de le développer, donc on va continuer à le jouer là. Mais par rapport aux attentes qu'on avait de lui, je pense qu'il y a quelque chose de mental dans le leadership où il n'est pas encore en train de prendre les initiatives et de décider de porter l'équipe et le rythme. Peut-être que ça viendra, mais il est assez timide et ça se traduit, je trouve, même dans sa performance. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que en fait, ça se voit que techniquement, voilà, il est au-dessus. Même sa vision du jeu. Et faut pas oublier qu'il est assez jeune. C'est une position difficile parce que je pense que c'est pas. T'as beaucoup de responsabilités défensives, même offensives. Tu dois garder le ballon, tu dois distribuer. T'es un peu le garant du rythme du match. Et je pense que c'est toutes ces choses, c'est pas des choses que. Et c'est vrai que c'est une position où tu dois être un peu un leader dans une équipe qui garde beaucoup la balle. Tu dois être un leader, pas un leader genre parler, faites ci, faites ça, mais un leader dans ton jeu de. Tu montres qu'est-ce que comment dire, tu donnes le tempo du match, quoi. Tu ralentis quand il faut, tu passes derrière quand il faut, tu t'accélères vers l'avant, tu gardes le ballon. Et c'est vrai que tu dois avoir l'attitude pour le faire. On le voit quand c'était Odegaard. Ça se voit, ça transpire le leadership quand il a le ballon. Tu vois qu'il a l'intention, genre, allez les gars, même sans rien dire, mais tu vois, dans ses passes, dans sa façon de se projeter, tu vois que c'est lui qui dirige un peu. Et c'est vrai qu'il a pas ça. Mais bon, c'est normal aussi. Encore une fois, on le remarque moins parce que les autres, il y a des plus jeunes que lui, mais il a que 18 ans. Et voilà, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un truc où il n'a pas commencé beaucoup de matchs. Il apprend beaucoup, il est en train d'apprendre. Et donc, il fait déjà des choses vachement bien. Mais il a encore un palier à franchir. Mais ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas quand t'as eu. Il a quoi Bon, il commence à avoir il a commencé beaucoup de matchs maintenant, mais il a quoi, un an, une saison et demie à peine de football professionnel. Donc franchement, c'est pas beaucoup. Il y a encore beaucoup de marge de progression. Et je pense que ça va venir. Mais c'est vrai qu'il y a un côté timide, comme tu dis, où tu sens qu'il n'ose pas trop s'imposer, mais en même temps, voilà, c'est un jeune joueur, c'est pas un des leaders de l'équipe. C'est ça aussi, je pense. Il est encore dans une mentalité, je viens de l'académie, j'essaie de me prouver. Mais c'est vrai qu'il n'a pas l'attitude de ok, j'arrive sur le terrain, c'est moi le boss, c'est moi qui dirige tout, quoi. Alors que je pense qu'il pourrait l'avoir, parce qu'il a les capacités. Mais mentalement, il l'a pas, et c'est peut-être normal quelque part qu'il ait pas cette attitude. Donc, et il a de la chance d'avoir. Ouais. Vas-y. Non, je disais, c'est peut-être juste une question d'attitude, en fait. C'est ça que je me dis, mais il a quand même au club un mentor, un modèle dans la personne d'Odegaard qui est passé par tous ces moments-là. Et Odegaard, on peut lui reprocher beaucoup de choses. On ne peut pas lui reprocher de vraiment passer à côté des matchs en termes d'implication. Parfois, ça ralentit. Parfois, il y a un déficit peut-être de qualité. Mais il est présent.
Il est présent, il est impliqué et il dicte beaucoup de trucs tout en pressant énormément, tout en défendant hyper bien. Donc je pense qu'il y a aussi la position de numéro 10 a beaucoup changé ces dernières années et elle est devenue extrêmement difficile parce qu'on lui demande à la fois de presser, à la fois de défendre bas, à la fois de créer des occasions, à la fois de descendre pour relayer et créer en descendant plus bas. On leur demande d'être vraiment absolument complet. Et donc c'est peut-être plus dur d'y arriver. On voit que même Eze galère quand même. Eze aussi passe des longues phases à côté de son match. Donc Eze est moins frustrant qu'Odegaard, mais c'est un différent genre de frustration. C'est pas il le va même prendre des joueur ballons. aussi, Eze. Je pense que Voilà, pas, mais il joue la même position dans le système. Ouais, donc, alors, oui, je suis d'accord, mais je pense que le joueur que Nwaneri aspire devenir, c'est pas Eze, tu vois. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que... Non, ce que je veux dire, c'est que Eze doit devenir plus comme Odegaard. Et Nwaneri aussi. Bah, en fait, je suis pas d'accord. Je pense que Nwaneri, c'est plus le style de joueur, même si je pense que c'est encore un joueur différent, mais il se rapproche plus d'un Odegaard dans le sens où c'est plus un joueur qui va contrôler un match. Alors qu'Eze, je pense que c'est pas ce genre de joueur. Eze, c'est le genre de numéro 10 presque plus traditionnel qui... C'est vraiment le numéro 10 qui est pas forcément... Tu le vois pas tant que ça, mais qui va te produire 1, 2, 3 moments avec une passe à un moment. Mais je suis pas sûr que ce soit volontaire, hein. Je suis pas sûr que ce soit volontaire. Eze, je pense qu'ils essaient de l'amener vers un style de jeu où il est beaucoup plus impliqué et il dicte le rythme. Hein. Peut-être, hein, je sais pas. Hein. Je me trompe peut-être, mais ça m'étonnerait qu'il soit juste là dans une position hyper importante et qu'il se soit juste genre quand il y a une reprise à 2 volets à faire, tu la feras, tu vois. Même si j'exagère, mais après moi de ce que j'avais vu de Eze avant, après c'est vrai qu'avec Crystal Palace, c'est un style complètement différent. Pas pareil parce que c'était pas une équipe qui avait autant le ballon. Ouais. Il jouait plus en contre-attaque, donc c'est normal qu'il ait moins le ballon. Mais même en équipe d'Angleterre, c'est encore différent aussi parce que il jouait moins. Mais pour moi, c'est pas le genre de joueur. C'est pas un joueur qui a ce style de dicter le match. C'est comme ça. Hein. Il y a des joueurs comme ça. C'est plus le joueur qui va être là dans certaines fulgurances, quoi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que Nwaneri, pour moi, c'est pas alarmant, quoi. Il y a encore de la marge de progression, mais voilà, on sait qu'il peut marquer. Et puis en plus, c'est pas une progression qui doit se faire. Genre, c'est pas genre il est nul techniquement ou tu vois, ou il est pas assez rapide ou son finish est nul. En fait, il a tout. Pour moi, il a tout techniquement. Il a le tir, le finish. Mais comme on le sait, le mental, c'est quand même pas si facile. Ouais, on l'a vu avec Smith Rowe, exactement. Trop timide. C'est vrai, c'est vrai. Et on n'a jamais réussi à le changer, quoi. Il a 18 ans, donc il y a encore énormément de marge. Ouais. Bon voilà, conclusion, écoute, on reparlera plus longuement de Saka, en tout cas il a mis 12 buts, il a égalé Giroud comme je disais, Trossard a été encore excellent, énorme. encore une stat, encore une assist, c'est-à-dire que le mec est toujours décisif. En fait les moments frustrants avec Trossard c'est parce qu'il a tellement tendance à prendre des risques et tenter des choses que quand ça passe pas c'est frustrant, mais quand ça passe c'est but ou assist. Au moins il tente, mais c'est vrai qu'il pourrait, il pourrait tenter un peu moins, mais en même temps s'il tentait moins... ce serait plus Trossard en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il serait moins décisif. Donc voilà. Donc malgré toutes les blessures qu'on a en attaque, parce que là vraiment c'est l'hécatombe. Hein. On s'en est sorti encore avec 3-0, clean sheet à l'extérieur. Par contre, il va falloir que ça s'arrête ces blessures, parce qu'à un moment la machine elle va craquer quoi. Parce que c'est un cercle vicieux. Plus il y a des blessés, plus on fait trop jouer les autres, plus ils se blessent. Et puis je pense que c'est passé inaperçu aussi parce que voilà, je crois qu'on a 8 combien de victoires d'affilée? 8 Non, c'est 8 clean sheets d'affilée. 8 clean sheets d'affilée, mais on a 13. Non, combien de victoires d'affilée? C'est 10 maintenant. 10. C'était 9 avant. Voilà, on est sur une très bonne lancée là, très bonne performance. Mais donc, du coup, on oublie qu'on a énormément de blessures. Et c'est vrai que là, je t'avoue que ça peut pas continuer comme ça. Et ça me saoule un peu, j'avoue, parce que après, quelque part, c'est bien parce qu'on va récupérer ces joueurs et après, on sera peut-être encore meilleur. Mais on peut pas avoir ça toute la saison. Donc j'espère que ça va s'arrêter. Je sais pas si c'est la poisse ou si c'est juste notre façon de jouer, je sais pas. Mais je me dis non, c'est pas possible. On a des bons physios comme tout le monde. Arteta, il est pas bête non plus. Ils font gaffe à ça, aux blessures et tout. C'est juste de la poisse, c'est comme ça et c'est vraiment relou. Mais pour l'instant, ça nous a pas coûté. Donc on n'a pas besoin de... Mais parce c'est moins l'hécatombe à l'arrière et on
on compte sur une grosse plateforme défensive. Donc pour l'instant, le plan de jeu, ça va. Tu vois, si on avait tous nos attaquants et une hécatombe défensive derrière, on n'en serait pas là, je pense. Mais bon, on va voir. Heureusement, il y a le break international. Là. J'espère que les joueurs qui vont dans leur équipe nationale vont pas revenir blessés. Mais bon, on va voir. On touche du bois. Moi, j'ai hâte de revoir Kai Havertz. Il me manque. Ouais, moi aussi. Il me manque. Et même Madueke. En fait, Madueke, c'est dommage parce que j'avais envie de voir plus de ce qu'il allait donner. C'est et l'excitation. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut nous offrir comme bonne chose offensive, comme peut-être pour Noël, des petits cadeaux de Noël. Voilà. Voilà, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou c'est bon? Non, je voudrais dire au revoir et ciao les petits Gunners. Bon bah ciao, ciao les petits Gunners, ciao.